discutera. Euh, euh, donc j'ai fait une sélection dans l'article qui est lui-même une sélection d'informations au sein de la dernière livraison du moniteur de sécurité. Je reviendrai sur cette notion de dernière livraison du moniteur de sécurité parce que ça a une importance. Alors à l'époque, quand le texte est paru, on avait eu une série d'événements liés à la sécurité qui avaient fait beaucoup de bruit dans les médias, des attaques à main armée, du, euh, du harcèlement à la sortie d'une école supérieure, etc. Et donc, en gros, on avait eu ce qu'on a de manière cyclique, c'est-à-dire un grand emballement médiatique autour des questions de sécurité, avec, comme d'habitude, la résurgence d'une série d'images de Bruxelles liées à Bruxelles est un coupe-gorge, c'est impossible d'y sortir le soir, c'est de pire en pire, mon Dieu, tout le monde est terrorisé, c'est la catastrophe. Et dans ce cadre-là, j'avais constaté que, en tout cas, quand on est scientifique, quand on essaye de nuancer les choses, on est accusé d'être négationniste et disant oui, mais enfin bon, etc. Et à l'inverse, évidemment, l'accusation inverse, c'est l'accusation de populisme. Et donc je me suis dit que finalement, la meilleure manière de sortir de cette dichotomie quand même assez problématique, c'était d'essayer de voir un petit peu ce qui était disponible comme chiffres. Et l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un instrument de diagnostic assez intéressant qui est le moniteur de sécurité. Le moniteur de sécurité, c'est une enquête téléphonique qui était menée, donc là le passé est très important, donc qui était menée par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est la police fédérale qui en était chargée et qui faisait réaliser ça. C'est une enquête téléphonique vraiment très importante puisqu'il y a ici, je cite le 12 000 enquêtes, mais ce sont les résultats qui sont utilisés pour les chiffres bruxellois. Donc il y a presque 37 000 enquêtes téléphoniques qui étaient menées. Donc c'est quand même une enquête de très grande ampleur, avec un gros travail derrière sur les données. Donc a priori, c'était quelque chose de vraiment bien foutu. Et ça portait sur trois éléments essentiels, c'est-à-dire la victimisation, donc de quoi les gens sont-ils victimes, le sentiment d'insécurité et les rapports avec les forces de l'ordre. Voilà, donc les questions portaient sur ces trois pôles-là. Les résultats, pas les chiffres bruts, mais une série de résultats travaillés étaient et sont toujours en accès libre, en ligne. Et donc, c'est là-dessus que je me suis basé, tout simplement. Alors, on est face à une enquête de victimisation. Il faut dire tout de suite quel est l'intérêt de cette démarche. Il s'agit donc de contacter des gens en leur demandant de quoi ils ont été victimes dans les 12 mois précédents. Ce qui est évidemment quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'éclairer toute une série d'infractions dont la police n'a pas connaissance. Les chiffres de la police sont, à bien des égards, des chiffres de l'activité policière. Si on place un radar automatique sur le ring, eh ben on obtient des chiffres, quoi. Voilà. Si on enlève le radar automatique ou s'il tombe en panne, eh bien, tout d'un coup, il n'y a plus d'excès de vitesse qui sont commis sur le ring. Ici, l'intérêt de l'enquête de victimisation, c'est qu'on va avoir connaissance d'une série d'infractions qui sont peu ou pas rapportées. À l'inverse, le désavantage, c'est qu'on n'a pas connaissance de tout ce qui est infraction sans victime. Donc, les gens ne sont pas victimes d'une consommation de stupéfiants, ils sont en tout cas très rarement directement victimes de fraude économique et financière, de fraude aux lois sociales, etc., etc. Ce qui fait que, évidemment, c'est limité. Alors, une autre limite de cet outil-là, c'est que c'est une enquête téléphonique, et donc, ça ne s'adresse qu'aux gens qui ont un téléphone fixe. Alors là, les chiffres ont été collectés, ce dont je vais parler, ont été collectés en 2008. Après, j'expliquerai pourquoi il y a ce délai-là et pourquoi je n'ai pas réactualisé les chiffres. La raison est toute simple, c'est je parle au passé. C'est-à-dire que c'était la dernière fois que le moniteur de sécurité était mené. Après 10 ans d'existence, il a été supprimé pour des raisons budgétaires. Ce qui est effectivement un drame pour la connaissance de Bruxelles, mais ça on y reviendra, et d'une manière générale. Toujours est-il qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a aussi des lacunes liées à l'utilisation du téléphone comme outil. Il faut aussi tenir compte du fait que c'est une enquête faite auprès de non-spécialistes qui connaissent donc pas nécessairement les incriminations. On peut parfois considérer qu'on est victime d'une infraction alors que ce n'est pas une infraction. À l'inverse, on peut parfois considérer que quelque chose est normal alors qu'en fait c'est une infraction. Donc, voilà. Et alors la dernière chose, c'est que comme on fait une enquête téléphonique, on doit avoir
un questionnaire relativement court, ce qui veut dire qu'il y a un processus de sélection au départ. On ne va pas poser des questions sur tous les domaines possibles et imaginables. Avez-vous été victime d'extorsion? Avez-vous été victime de fraude à la qualité des marchandises? Bon, on ne rentre pas là-dedans. Donc on reste essentiellement sur les grandes têtes de gondole du droit pénal, hein, donc les vols, les violences, essentiellement. Voilà. Ça n'empêche que c'est quelque chose d'intéressant, et c'est surtout quelque chose d'intéressant quand on le combine avec des chiffres venant des autorités. Alors, premier volet, donc l'enquête de victimisation, on peut dire les deux, donc je ne sais pas très bien lequel j'utiliserai, mais on verra bien. J'ai essayé de dégager une série de chiffres saillants, tout simplement. Et la première chose sur laquelle je dois attirer l'attention, c'est que le moniteur de sécurité s'intéresse à deux types d'infractions, les délits contre les personnes et les délits contre les ménages. Si on vous cambriole, on ne vous cambriole pas vous tout seul, on cambriole tous les gens de votre ménage, par exemple. Si on vole la voiture, on vole la voiture du ménage, généralement. Par contre, si on vous frappe, c'est vous qu'on frappe personnellement. Donc il y a une distinction entre les délits contre les personnes et les délits contre les ménages, tout simplement parce qu'ils se structurent différemment. Donc on va retrouver cette distinction. Voilà. Ici, les délits contre les personnes où sont repris, en fait, ici, où est reprise ici, en fait, la répartition des délits. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la prévalence des délits au sein de la population, mais donc sur 100% de délits déclarés, quels sont les types de délits, en fait. Donc vous verrez qu'au milieu, menaces de violence physique, c'est l'item le plus fréquemment rapporté. 34% des délits rapportés relèvent de cela. Maintenant, si vous regardez les catégories, vol avec menace ou violence, vol simple, vol hors de la maison, victime absente, menace de violence physique, délit de fuite dans la circulation, autres, il y en a 15% de autres, et délit contre la morale sexuelle, vous verrez qu'en fait, il y a toute une série de délits qui concernent le même type de phénomène, et que, en fait, les questions essentielles qui sont rapportées, les infractions essentielles qui sont rapportées sur les personnes sont soit relèvent de la violence physique, menace de violence physique ou violence physique réelle, ça représente quand même ici 45% des infractions rapportées, et d'autre part les vols avec menace ou violence, ou simple, ou en l'absence de la victime. D'accord? Et là, on a en gros un peu moins de 20% des infractions qui relèvent de cela. Voilà. Ceci donne une image finalement de ce dont sont victimes les Bruxellois, parce que, oui, ici, il faut préciser, la question ici, c'est de quoi sont victimes les Bruxellois. Donc la question n'est pas qu'est-ce qui est commis à Bruxelles, parce que pour ça, il faudrait accéder aux chiffres bruts, parce que tous les tableaux sont structurés en fonction de la population, c'est-à-dire qu'on dit qu'est-ce que les Bruxellois déclarent comme infraction. Et quand les Bruxellois sont interrogés, ils disent oui, c'est arrivé dans telle commune ou dans telle commune. Et on encode à ce moment-là un code postal. Donc si on accédait aux données brutes, on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire quelles sont toutes les infractions qui se sont passées dans 1000, 1060, 1080, tout ce que vous voudrez, même si ça a touché quelqu'un qui habite Bruges ou quelqu'un qui habite Charleroi, mais qui travaille à Bruxelles et qui s'est fait, je ne sais pas, agresser entre son bureau et la gare, par exemple. D'accord? Donc, ici, petite précision, donc c'est ce dont sont victimes les Bruxellois, chez eux ou à l'extérieur, et là on a un problème qui est assez particulier. Je vous renvoie au texte pour toute une série de précautions aussi relatives au découpage territorial, parce que Bruxelles étant très simple, évidemment, on a un souci de ce côté-là. Mais sachez qu'il y a des difficultés de ce point de vue-là, mais je ne peux pas commencer à tout expliquer. Alors les délits contre la morale sexuelle, mentionnons-le quand même, représentent quand même 10% des délits déclarés. Alors, les délits contre les ménages relèvent essentiellement de deux catégories principales, les atteintes aux voitures, et oui, effectivement, c'est très important à Bruxelles, et les cambriolages. Alors, les atteintes aux voitures, en fait, vous vous rendrez compte qu'il y a trois items, donc les catégories 4, 5, 6 en partant du haut, vol de voiture, vol dans voiture et dégâts à la voiture. Alors ici, en fait, donc, on se rend compte qu'on a plus de 50% des infractions, près de 50%, excusez-moi, des infractions contre les ménages qui sont déclarées sont liées aux voitures. Ce qui, évidemment, nous remet en perspective, évidemment, la question de la sécurité à Bruxelles. On y reviendra. Et alors, l'autre élément important, c'est les cambriolages. Tentative de cambriolage, cambriolage avec vol.
qui là sont relativement importants. En troisième lieu, vous avez une catégorie, et là la question est de savoir si on la joint, c'est la catégorie des destructions. Donc tout ce qui est dégradation des biens que vous possédez. Vous voyez qu'on a deux grandes catégories. D'une part, tout ce qui concerne la voiture, et d'autre part, tout ce qui concerne vos biens, avec les cambriolages comme problème relativement important. Alors, il est intéressant de faire une comparaison, parce que ça nous donne une idée de ce dont les Bruxellois sont victimes. Ça peut être intéressant de faire une comparaison avec ce dont les autres habitants de la Belgique sont victimes. Alors, on a la catégorie région de Bruxelles-Capitale, mais on a aussi une catégorie Belgique et une catégorie grande ville. Alors ici, une petite précaution de départ. Dans la catégorie Belgique, il y a Bruxelles. Donc, la catégorie Belgique comprend la région de Bruxelles-Capitale. Les tableaux ne sont pas faits de telle sorte que ça soit région de Bruxelles-Capitale, reste de la Belgique. Donc voilà. Et dans les grandes villes, une des grandes villes, c'est Bruxelles-Ville. Pas la région de Bruxelles-Capitale, donc pas le phénomène urbain bruxellois, mais bien la commune de Bruxelles-Ville. Donc vous voyez, et donc ça c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a des soucis de structuration des données dans les tableaux qui sont accessibles au public, et donc clairement pour cette recherche-là, je n'avais pas le temps de retourner aux données brutes, de les restructurer, etc., ce qui aurait été un travail de dingue. Mais donc on voit bien qu'ici, les données ne sont pas structurées pour Bruxelles. Ce qui, ici, aussi pose la question de pourquoi n'a-t-on jamais fait ce boulot-là? C'est-à-dire, pourquoi n'a-t-on pas engagé des chercheurs pour structurer spécifiquement ces données brutes afin d'en tirer des enseignements spécifiques à Bruxelles et valides pour Bruxelles. Mais donc, sous ces réserves-là, voici la manière dont on peut comparer un certain nombre d'éléments. Alors ici, plutôt que de... On a les infractions, excusez-moi, sont regroupées par ensemble. Donc, par exemple, pourcentage des personnes ayant subi un vol, c'est le tableau de gauche, le graphique de gauche. Donc, ici, attention, l'unité de compte, on n'est plus dans un système où on dit voici le pourcentage au sein des infractions déclarées, mais ici, c'est le pourcentage des personnes répondantes à Bruxelles qui ont subi cette infraction-là. Donc là, on est dans un cadre de prévalence, et on peut dire qu'au cours des 12 mois précédant l'enquête, 8,47% des habitants de la région de Bruxelles-Capitale ont subi un vol. Voilà. Pour la Belgique dans son ensemble, on est à 4,48 et pour les grandes villes, on est à 6,43. De la même manière, pour ce qui est des violences et menaces de violence physique, on se retrouve avec 13,60 pour la région, 9 pour la Belgique et 12 pour les grandes villes. Donc on voit ici que d'abord, la situation des Bruxellois est systématiquement plus défavorable que la situation de l'ensemble des Belges. L'écart ici est statistiquement significatif. Par contre, les écarts qui sont donnés ici entre la région et les grandes villes, dans les deux cas, sont à l'intérieur de la variation possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écart statistiquement significatif. On peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser en constatant que dans les deux cas, Bruxelles est au-dessus, mais on reste encore à l'intérieur des marges d'erreur, ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu que l'échantillon, par exemple, ne soit pas suffisamment important pour pouvoir discriminer la région et le reste de la Belgique. Donc là, voilà, on n'a pas de... Il faudrait peut-être aussi faire le test en retirant Bruxelles-Ville des grandes villes. Là, on aurait peut-être alors un écart qui deviendrait significatif. En l'occurrence, il ne l'est pas. Pour ce qui est des délits avec les ménages, j'ai retenu deux grands ensembles. D'une part, les cambriolages et tentatives de cambriolage, et d'autre part, bien entendu, les voitures. Alors, donc pour les cambriolages, c'est le pourcentage des ménages bruxellois qui sont victimes au cours des 12 mois écoulés d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage. Et là, on a 10,36 à Bruxelles, 6 en Belgique et 10,23 dans les grandes villes. Donc ici, il n'y a pas d'écart significatif et en fait, on peut considérer pas d'écart du tout entre Bruxelles et les grandes villes. Et pour les voitures, là, c'est le pourcentage de voitures volées, dévalisées ou endommagées. Et alors là, c'est quand même assez spectaculaire puisque Bruxelles, à ce moment-là, est à 46% de voitures dégradées dans les 12 mois antérieurs à l'enquête. Alors ça peut paraître anecdotique, on peut se dire finalement la voiture on s'en fout, mais ceci a bien entendu un impact dans la vie des gens. Donc
parlant de sentiment d'insécurité, eh bien, on est dans le cœur. Alors, ce ne sont pas des attaques à main armée, ce n'est pas des assassinats, ce n'est pas des viols, mais c'est clairement quelque chose qui pèse très certainement sur le quotidien des Bruxellois. Dans les grandes villes, on est à 33% et dans l'ensemble de la Belgique, on est à 20%. Si j'en profite pour faire une petite remarque, il est clair que, par exemple, la configuration des lieux est importante. C'est-à-dire que la densité de la circulation bruxelloise, mais aussi le fait que les Bruxellois possèdent ou non un abri où mettre leur voiture, va avoir une influence très importante. Quand on gare sa voiture, ne serait-ce que sur son allée de sa maison en périurbain, parce qu'on a une villa 4 façades, le risque de se faire griffer sa voiture ou arracher un rétroviseur est bien entendu inférieur à la situation où, ici à Bruxelles, on se gare mal sur un coin un peu n'importe comment. D'accord? Donc, il faut, voilà, ici je ne prétends pas livrer une explication précise du phénomène, mais bon, il faut quand même avoir en tête le fait que la situation de la voiture à Bruxelles est assez particulière. Toujours est-il que les deux éléments qui font une différence entre le fédéral et les grandes villes, c'est essentiellement excusez-moi, par rapport entre Bruxelles et les grandes villes, c'est essentiellement les vols dans les voitures et les vols de vélos. Mais donc voilà, ici on se retrouve avec une situation où on voit bien que quand on fait des comparaisons, la situation de Bruxelles par rapport aux autres grandes villes n'est pas une situation absolument hors de contrôle. Il n'est pas question de dire oh, l'ensemble de la Belgique est un havre de paix et Bruxelles est un coupe-gorge terrible. D'accord? Donc on est souvent en dessous des marges d'erreur et quand on n'y est pas, il ne s'agit pas évidemment de gens qui se font égorger au coin des rues. Alors quelle est l'évolution ici? Le graphique est malheureusement assez peu lisible et je n'ai pas vraiment eu le temps d'essayer de chercher une autre manière de le présenter pour que ça soit plus visible. Mais donc je me suis posé comme question toute simple, finalement, comment les choses ont-elles évolué au cours du temps? Et donc là, je suis remonté aux chiffres de 2002. L'édition antérieure, il y avait des problèmes méthodologiques qui rendaient la comparaison compliquée. Mais donc ici, en fait, on avait 4 moniteurs de sécurité d'affilée qui nous permettaient d'avoir une vision sur le fait que, puisque c'était un des arguments développés dans le débat à l'époque, se demander si effectivement la situation était hors de contrôle, si l'évolution des dernières années était catastrophique. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a 2 évolutions seulement qui sont statistiquement significatives, celle qui concerne les menaces de violence physique et qui est à la baisse, puisqu'on voit ici qu'on a eu une hausse et puis une baisse, et ça c'est statistiquement significatif. Et on a une autre évolution qui est statistiquement significative ici en bas, et qui est d'abord à la baisse puis à la hausse, qui est celle des délits en matière sexuelle. Ce sont les 2 seuls cas dans lesquels il y a une variation statistiquement significative. Sinon, dans tous les autres cas, délits de fuite dans la circulation, violence physique, vol hors de la maison, victime absente, vol avec menace ou violence et vol simple, dans tous les cas, on est à l'intérieur des marges d'erreur. Ce qui veut dire que, clairement, à ce moment-là, il n'y a pas d'évolution problématique. En matière de délits sexuels, petite remarque en passant, il n'est pas du tout exclu que l'évolution de la société amène à un taux de déclaration supérieur. On n'en sait rien. Et ce qui est assez intriguant ici, évidemment, c'est le passage de 8,84 à 7,73, puis à 6,68, puis tout d'un coup à 10,83. Est-ce qu'il y a une modification dans la manière d'interroger? Est-ce que c'est une anomalie qui arrive à un moment donné? On n'en sait rien. Et le problème, c'est qu'en fait, il nous faudrait des lignes supplémentaires. Depuis, on aurait dû faire encore des moniteurs de sécurité, il y en aurait un tous les 2 ans, pour voir si c'était une anomalie propre à cette édition-là, ou s'il y avait une tendance. Et après, évidemment, la question, c'est la question de l'élucidation de cette tendance. Est-ce qu'il y a une hausse des pratiques, donc de la survenance? Est-ce qu'il y a une hausse des déclarations, par exemple, parce que la population est mieux informée sur ce qui est constitutif d'un délit à caractère sexuel? Est-ce qu'éventuellement, certains comportements qui au départ, par le passé, étaient considérés comme relevant de la goujaterie, sont aujourd'hui considérés comme des attentats à la pudeur? Enfin, voilà. Les hypothèses sont nombreuses.
Toujours est-il qu'on n'est pas dans une situation où on peut se dire, tiens, il y a une évolution catastrophique. Si on regarde l'évolution du point de vue des ménages, la seule évolution statistiquement significative est celle des vols de vélo, qui, évidemment, est aussi dépendante de l'usage du vélo. C'est-à-dire que plus le vélo est utilisé, plus il y a de vélos en rue, plus les vols sont possibles. Voilà, donc là, il y a de nouveau beaucoup de facteurs possibles. Sinon, sur le reste, tentative de cambriolage, cambriolage avec vol, destruction, vol de voiture, vol dans voiture, dégâts à la voiture, vol de moto, etc. Pour tout ça, les variations ne sont pas statistiquement significatives sur l'ensemble de la période considérée. D'accord? Donc, ça, l'idée, c'était effectivement de manière assez simple, s'interroger sur la situation et sur son évolution et sur une série de comparaisons. Alors, tant que j'y étais, je me suis dit que un des points intéressants du moniteur de sécurité, c'était le fait qu'il comprenait des chiffres sur le sentiment d'insécurité, ce qui est quand même assez rare. Et donc, ça, c'est voilà, quelque chose qui valait la peine qu'on s'y attarde. Alors, le sentiment d'insécurité, ce n'est pas l'insécurité. C'est-à-dire que la recherche a clairement montré que le sentiment d'insécurité n'était absolument pas prédictif du risque encouru. C'est-à-dire qu'on peut vivre un très fort sentiment d'insécurité tout en étant en relative sécurité, de la même manière qu'on peut se sentir sûr alors qu'on vit une situation qui objectivement ne l'est pas. Ça pourrait, donc en fait, si vous voulez, on considère classiquement en criminologie qu'il n'y a pas de lien entre les deux phénomènes. Et notamment qu'une augmentation de la sécurité n'entraîne pas nécessairement de baisse du sentiment d'insécurité et inversement. Et inversement, je veux dire, l'augmentation de l'insécurité n'entraîne pas nécessairement une augmentation du sentiment d'insécurité. Par contre, et là, il faut absolument couper court tout de suite à l'argument qui est « Ah oui, ben alors ça veut dire que ce n'est rien et donc vous niez le fait que… » Par contre, le sentiment d'insécurité est un problème social. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que comme ce n'est pas lié à l'insécurité, ben alors c'est rien parce que c'est que les gens sont fous. Ce n'est pas ça. Le sentiment d'insécurité est un véritable problème social qui a des impacts, notamment des impacts dans la vie de tous les jours, en termes de santé, en termes de bien-être, en termes économiques aussi, etc., etc. Et donc, c'est un vrai problème social. Il faut simplement éviter de le confondre avec le problème de la sécurité. La conséquence, évidemment, de cette situation, c'est que si le sentiment d'insécurité est un vrai problème, il ne se combat pas de la même manière que l'insécurité. Voilà la situation. Alors ici, je n'ai pas fait de comparaison avec les autres zones géographiques accessibles via le moniteur de sécurité, mais je me suis posé la question de l'évolution. Alors voilà la structuration. Vous avez en bleu foncé les gens qui se disent toujours en insécurité, et puis de plus en plus clair, souvent en insécurité, parfois, rarement ou jamais. Alors, vous remarquerez que la proportion qui se dit toujours en insécurité est assez faible, puisque ça représente 4 ou 3%. Les gens souvent en insécurité représentent une douzaine, entre 11 et 14%. Donc on peut considérer qu'on est aux alentours en tout cas on est en dessous des 20% de gens qui se sentent fortement insécurisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. À la fois qu'il existe quand même une proportion de la population non négligeable qui vit un sentiment d'insécurité vraiment problématique. Mais en même temps, ça veut dire aussi que les Bruxellois ne vivent pas dans la terreur, d'accord, d'une manière globale. Alors, ceci demanderait évidemment à être raffiné, notamment en fonction des codes postaux, etc. Ce serait intéressant. Je ne l'ai pas fait. Par contre, il faut remarquer que 37%, en gros, enfin environ aux alentours de 35% des gens se déclarent parfois en insécurité, déclarent parfois ressentir un sentiment d'insécurité, voilà, et puis plus de 30% des gens disent rarement, et jamais, ça représente quand même 15%. Ce qui veut dire qu'on peut considérer que le groupe des insécurisés et le groupe des pas du tout insécurisés est relativement équivalent. Donc on a une répartition relativement harmonieuse de la chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'évolution au cours du temps. Donc de 2002 à 2008, qui sont les dates de réalisation des enquêtes, on n'a pas de variation du sentiment d'insécurité, rien de statistiquement significatif. Il y a une faible différence avec la Belgique et pas de différence avec les autres grandes villes. Donc ici, je n'ai pas fait les tableaux, mais donc voilà, le Bruxellois ne se sent pas plus insécurisé que le Carolo-Régien, le Liégeois, l'Anversois. Voilà. Donc ça aussi, en soi, c'est intéressant parce que ça coupe aussi
l'argumentaire de Bruxelles, ville d'exception. Alors, il m'a semblé intéressant aussi de me pencher sur, c'est une question vraiment très intéressante, qui est la question de savoir ce que les gens craignent. De quoi pensez-vous que vous risquez d'être victime dans les 12 mois qui viennent? Et là, ça va de très élevé à très faible, en passant par élevé et faible. Donc voilà. Donc, ici, on a 4 catégories: menaces de violence physique et violence physique, cambriolage, vol sans menace et délit dans la circulation, donc de gauche à droite. Et on voit les estimations que les gens produisent quant à la probabilité qu'ils soient victimes de ça. Et alors, ce que j'ai rajouté, le petit rouge, la petite barre rouge que j'ai rajoutée, c'est un petit ajout que j'ai fait, qui est en fait la probabilité de victimisation effective basée sur les 12 mois antérieurs. Et donc on voit une chose intéressante, c'est qu'en fait, de gauche à droite, on a une gradation avec des gens, on le voit surtout à la deuxième barre, c'est-à-dire ceux qui estiment le risque comme étant élevé. On se rend compte que j'ai classé de gauche à droite en fonction de l'estimation. Donc, à gauche, les gens estiment qu'ils ont peu de risques, relativement peu de risques d'être victimes de violences physiques ou de menaces de violence physique, un peu plus de cambriolage, un peu plus de vol sans menace ou avec menace et ou avec violence. Et puis, encore un peu plus de délits dans la circulation. Je n'ai pas de données pour les délits dans la circulation, mais ce qui est intéressant, c'est que la gradation est exactement inverse par rapport au risque de victimisation effective. C'est-à-dire que les gens craignent particulièrement ce qu'ils ont peu de risques de subir, et inversement. Ils s'estiment finalement peu susceptibles d'être victimes de violences physiques ou de menaces de violences physiques, alors qu'ils le sont relativement fort. Et par contre, ils s'estiment fortement susceptibles d'être victimes de vols sans violence et sans menace de violence, alors que le risque est plus faible. Donc vous voyez, c'est juste une indication, mais ça permet de donner, voilà, d'insister encore un petit peu plus sur le découplage entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité objective, si tant est qu'on puisse parler d'objectivité vu l'état des chiffres. Alors, une question qui était vraiment très intéressante dans le moniteur de l'insécurité, c'est que moniteur de sécurité, excusez-moi, c'était une question qui portait sur les problèmes identifiés dans le quartier. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, mais finalement, dans un ensemble d'items, dites-moi si ces problèmes sont chez vous importants, très importants, etc. etc. Et on se rend compte, ça donne une vue, si vous voulez, sur les soucis des gens à l'endroit où ils vivent. Donc là, à ce moment-là, on peut écarter. Il ne s'agit pas de est-ce que vous avez été victime d'un vol il y a 6 mois quand vous étiez en vacances à Ostende. Il s'agit bien des problèmes dans leur quartier. Et donc là, j'ai regroupé les items qui récoltent plus de 20% de réponses tout à fait. C'est-à-dire tout à fait, c'est un problème vraiment important dans mon quartier. Et on se rend compte que ce qu'on a comme données ici, c'est conduite agressive, cambriolage, vitesse non adaptée du trafic, vol dans les voitures, objets qui traînent dans la rue, nuisance sonore due au trafic, murs et ou bâtiments sales. Ce qui veut dire que là, on est loin de l'image du coupe-gorge, on est avec des problèmes particulièrement importants qui concernent... Ah oui, excusez-moi, je me rends compte que c'est différent dans le texte et dans ma présentation. J'avais oublié ce détail. Ici, ce sont les problèmes qui recueillent plus de 50% de c'est un problème très important ou c'est un problème important. Excusez-moi. Dans le texte, à l'origine, j'avais fait un tableau ne reprenant que ceux qui avaient plus de 20% de très important. Ici, c'est plus de 50% de très important ou important. Excusez-moi. Petit correctif. Mais en gros, la nature reste la même, donc les items que j'ai lus étaient ceux qui sont affichés à l'écran, donc ça tombe bien. Dans ces items-là, donc il y en a 3 qui sont liés au trafic, 2 à la propreté et 2 à la délinquance. Donc sur les 7 problèmes identifiés comme étant majeurs, il y en a peu qui relèvent de ce que communément on appelle la délinquance. Alors on est bien d'accord que rouler à 50 km/h dans une zone 30 ou rouler à 70 km en agglomération, c'est de la délinquance, on est d'accord. Mais quand on demande aux gens est-ce que vous êtes victime de délinquance, c'est forcément pas à ça qu'ils pensent. De la même manière que le tapage nocturne, c'est une forme de délinquance, mais
ce n'est pas ce à quoi on pense quand on dit Bruxelles est un coupe-gorge, les gens sont en insécurité. D'accord? Et donc, on se retrouve avec des problématiques de conduite agressive, de vitesse non adaptée, de nuisances sonores dues au trafic, qui montrent aussi le poids de la voiture, ce qui est assez intéressant parce qu'on se rend compte que la voiture, c'est vraiment un gros problème à Bruxelles. D'abord parce qu'elle est abîmée et détruite, ensuite parce qu'elle cause alors des nuisances importantes dans les quartiers dans lesquels vivent les Bruxellois. Donc, l'idée ici, si vous voulez, c'était de faire un petit tour d'horizon sans prétention, mais pour remettre à plat une série de questions. Et on en ressort évidemment avec une image qui n'est pas celle d'un Bruxelles coupe-gorge, mais qui est celle d'un Bruxelles qui vit d'une part toute une série de problèmes qui sont typiques des grandes villes, typiques sans doute du phénomène urbain en tant que tel, et qui vit aussi des problèmes qui sont sans doute liés à des questions, on va dire, urbanistiques, de propreté publique, de mobilité, etc. Maintenant, une des questions qui m'était renvoyée, et là ça n'a pas été très compliqué d'y répondre, c'était finalement quelle perspective aujourd'hui. En fait, c'est très simple. Je suis incapable de vous dire où on en est aujourd'hui. Parce qu'on a abandonné pour des raisons budgétaires le moniteur de sécurité, ce qui est alors littéralement une catastrophe. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème majeur, parce que tout ce dont on dispose maintenant, c'est des chiffres de la police. Ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose que d'avoir des données sur le sentiment d'insécurité, d'autres questions que je n'ai pas pu traiter, mais qui étaient notamment les comportements d'évitement des gens en raison du sentiment d'insécurité. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez insécurisé? Par exemple, quelle est la proportion de gens qui disent « je ne sors plus le soir, je ne prends plus le métro ». On sait très bien que la vie culturelle, par exemple, les questions économiques liées à l'ORECA, au secteur des loisirs, etc., dépendent très fortement du fait de sortir de chez soi le soir. De la même manière, les questions de mobilité en soirée sont des questions cruciales et on a besoin de données sur le sentiment d'insécurité des gens dans une station de métro, etc. Ce genre de choses. Donc, en termes d'outils de gestion de la ville, c'est une véritable catastrophe. Alors, on a créé depuis un observatoire pour la prévention, un observatoire bruxellois pour la prévention et la sécurité, qui a notamment commandité à l'INCC, où je travaille, une recherche sur la jeunesse délinquante à Bruxelles. Mais oui, c'est un élément positif, mais ce qui est vraiment très dommage, c'est que c'est a priori cet observatoire-là qui aurait pu se charger, ou charger quelqu'un, de l'analyse spécifiquement bruxelloise des chiffres bruts du moniteur de sécurité. Et là, on avait un outil de décision et un outil de monitoring de la ville qui aurait été vraiment formidable. De toute façon, d'une manière générale, on est comme toujours en matière de sécurité et comme finalement à peu près dans tous les secteurs, en Belgique, face à une situation très préoccupante de manque de données et de manque d'analyse. Alors, clairement, la région notamment essaye de mener une série de recherches, mais il n'y a pas de politique du chiffre globalisée, il n'existe pas de tableau de bord actualisé régulièrement, il n'existe pas, par exemple, d'évaluation systématique des politiques menées à Bruxelles, par exemple en matière de prévention, par exemple en matière de répression, etc., etc. Et aussi, donnée importante, parce que je commençais avec ça en disant finalement ce texte est né suite à un débat public qui me semblait terriblement biaisé. On est évidemment face aujourd'hui à une nouvelle thématique qui est la thématique du terrorisme. Il faut savoir que le débat en matière d'insécurité vit cycliquement l'émergence de nouvelles figures de la peur, le jeune délinquant, le toxicomane, le délinquant sexuel, le terroriste maintenant, le radicalisé. Et donc on voit aujourd'hui se réorienter toute une série de questionnements qui si vous vouliez faire financer votre ASBL, il fallait dire que vous faisiez de la prévention de la délinquance des jeunes. Aujourd'hui, il faut dire que vous faites de la prévention de la radicalisation. Quel est le problème? Le problème, il est multiple. D'une part, c'est que quand on n'a pas de constance dans les approches, on n'arrive pas à comprendre les phénomènes sur le long terme. Le problème aussi est que souvent, on utilise des termes dont on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Et la radicalisation est pour ça vraiment un cas d'école. Et alors aussi, la difficulté, c'est que
en fonctionnant au coup par coup et par effet de mode, sans outils pérennes d'analyse, on s'expose en fait à se retrouver absolument incapable de comparer les situations dans le temps. Si on avait en fond un moniteur de sécurité qui reste ce qu'il est et qui reste constant pendant une durée assez longue pour offrir un regard statistique intéressant, et que par ailleurs, effectivement, on se posait des questions ponctuelles, il n'est pas interdit de se dire, tiens, voilà un phénomène auquel on n'avait pas prêté attention, nommons-le, examinons-le. Mais si on avait les deux, on pourrait avoir à la fois une toile de fond et aussi éventuellement des coups de projecteur. Or, pour l'instant, on n'a que des coups de projecteur et un projecteur malheureusement bien flou. Voilà, je vous remercie. Christophe, c'est très intéressant. C'est très